On va quand même laisser passer Laurence. On va laisser passer Laurence. Il ne reste que 4 minutes pour lui. Voilà, donc Laurence Mignon, professeur Laurence Mignon, c'est le chef de service de parasitologie de l'hôpital de Besançon. Et en même temps, elle est directrice aussi du CNR, du Centre de recherche sur l'échinococose de la région de Grand Centre. Donc, elle va nous donner un peu son idée et ce qu'elle va nous dire, c'est que pour nous, les chirurgiens, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir des nouveaux marqueurs prédictifs pour pouvoir opérer, pouvoir traiter éventuellement nos patients assez tôt. Laurence, pendant qu'elle se prépare, elle dirige le centre de référence national pour tout ce qui est biologie de ces pathologies. C'est ça qui est important, c'est-à-dire si vous avez un problème biologique pour la sérologie, c'est à elle qu'il faut avoir affaire. Voilà. J'ajouterais qu'on est intéressé par ce type de prélèvements qui peuvent être adressés au CNR pour faire avancer nos études sur les biomarqueurs. Il y a le RCP national qui est organisé tous les mercredis. N'importe qui en France peut envoyer des cas, participer à la RCP. Surtout pour vous. Hein. Là, c'est pour répondre à la question qui avait été évoquée par Jean Arvidsen. À Besançon, nous avons une RCP nationale ou même internationale concernant tous ces problèmes d'échinococose, qu'elles soient kystiques, alvéolaires ou tropicales. Voilà. Alors, je vais essayer d'aller très vite, mais je voudrais quand même remercier le professeur Mention de m'avoir invité à cette séance et je suis vraiment ravie d'être présente ici avec vous. Alors, juste un petit mot pour présenter le Centre national de référence des échinococoses. Je vais aller très vite, mais Besançon donc, est situé au cœur de la zone d'endémie de l'échinococose alvéolaire. Du fait de cette situation, l'investissement des médecins, des chirurgiens, des chercheurs de notre région sur l'échinococose alvéolaire date de très longtemps, hein, et notamment avec les professeurs Mention et Vuitton. Ceci a mené à la désignation du CHU de Besançon comme centre collaborateur OMS depuis 1995. À partir de 2003, nous avons eu des financements de l'Institut de veille sanitaire pour organiser la surveillance de l'échinococose alvéolaire en France. Et ensuite, il y a eu la création du CNR échinococose alvéolaire depuis 2012. Depuis 2017, nous avons aussi des missions sur l'échinococose kystique et nous espérons que le mandat sera renouvelé sur les 2 échinococoses pour le prochain mandat qui sera 2023-2027. Voilà, mais je vais revenir au cœur du sujet. Donc, on a déjà beaucoup parlé du développement de la forme larvaire d'Echinococcus granulosus, qui est donc à l'origine des aspects macroscopiques, microscopiques, radiologiques, des aspects cliniques, chirurgicaux dont on vient de parler, mais aussi des performances ou peut-être du manque de performance des techniques biologiques. Puisque les techniques biologiques, qu'elles soient les tests sérologiques ou les tests moléculaires, actuellement ne sont que des outils complémentaires aux autres arguments diagnostiques, le contexte épidémiologique et puis bien sûr l'imagerie qui est essentielle pour le diagnostic des échinococoses kystiques. Donc je vais vous parler des tests biologiques qu'on utilise actuellement, qui sont plus performants et de ce qu'on essaye de faire au CNR pour développer des outils beaucoup plus performants. Donc je commence par l'existant. Donc depuis de très nombreuses années, il y a des équipes qui travaillent sur la fabrication, l'identification d'antigènes issus du parasite qui pourraient être intéressants pour le diagnostic. Donc il y a eu des antigènes produits à partir du liquide hydatique, soit des antigènes, ce qu'on appelle crues d'antigènes totaux, où c'est juste le liquide complet qui est utilisé, éventuellement des composants de ce liquide hydatique qui ont été purifiés pour produire ces antigènes B ou antigènes 5, ensuite des antigènes purifiés recombinants dérivés de ces antigènes. Beaucoup d'articles sur ce sujet. Dans un deuxième temps, des antigènes aussi issus directement des protoscolex. On a réussi à isoler les protoscolex et faire des antigènes à partir, donc soit des broyats aussi de ces protoscolex ou des protéines isolées à partir de ces protoscolex. Et puis tout un tas d'autres antigènes. Ça a donné lieu à une littérature très prolifique. Il y a des centaines d'articles sur les antigènes, sur les tests sérologiques. Pour finir, ce qui est utilisé actuellement pour le diagnostic et qui est recommandé actuellement en France, c'est l'utilisation d'un test de première ligne avec des antigènes plutôt ce qu'on appelle bruts, totaux, pour le dépistage par des techniques ELISA, où maintenant il existe aussi des tests rapides immunochromatographiques, ces tests bandelettes ou des petites savonnettes qui peuvent être utilisées, qui ont des performances à peu près équivalentes aux ELISA. Et dans un deuxième temps, d'utiliser un test de confirmation par Western blot, qui sont des techniques plus chères mais plus performantes,
pour la confirmation du diagnostic. Globalement, ces techniques, quelles qu'elles soient, ont une sensibilité moyenne, variable selon la localisation des kystes, hein, avec des performances meilleures quand les localisations sont hépatiques plutôt que d'autres localisations. Meilleure sensibilité aussi si on a des kystes multiples de grande taille, et variable aussi selon le stade, avec des performances meilleures si on a des kystes actifs type CE2, CE3, et moins bonnes pour les autres types de kystes. Donc, tout ceci est résumé dans une méta-analyse qui a été publiée récemment par nos collègues italiens. Des performances, voilà, comme je l'ai dit, moyennes, meilleures pour les kystes CE2, CE3 et moyennes pour le reste, qui fait qu'actuellement, c'est vraiment, on n'utilise pas beaucoup ces tests pour le diagnostic de l'échinococcose kystique en France. On a essayé aussi d'utiliser ces antigènes et les techniques sérologiques pour le suivi thérapeutique. Là aussi, c'est très décevant parce que lorsqu'on utilise des tests ELISA ou d'autres tests avec des antigènes totaux, on a bien des positifs, mais ça reste positif après la chirurgie, même si elle est curative. Donc, la sérologie ne sert à rien. Et on a aussi essayé d'utiliser des antigènes recombinants qui, là, ont une meilleure corrélation avec l'activité parasitaire, et on peut montrer dans certains cas une diminution de ces taux d'anticorps lorsque la chirurgie est curative. Mais le problème, c'est que les anticorps dirigés contre ces antigènes ne sont présents que chez à peu près 50 à 60% des patients. Donc, chez les patients chez qui il n'y a pas d'anticorps au départ, le suivi n'a aucun intérêt non plus. Donc, globalement, décevant aussi. Donc, tout ceci nous pousse au CNR, et c'est l'une de nos missions, hein, de développer, d'évaluer des tests diagnostiques ou des marqueurs prédictifs. Donc, on a fait ça en collaboration avec une équipe de chirurgie pédiatrique de l'hôpital de Monastir en Tunisie sur une série d'enfants qui avaient été opérés pour des échinococcus kystiques et chez lesquels un suivi sérologique très, très rigoureux avait été fait avec des prélèvements avant l'intervention chirurgicale, puis à 1 mois et à 1 an après la chirurgie. Donc, on a recherché un certain nombre de molécules. Je ne vais pas du tout parler de cette histoire de checkpoint inhibitor vu le temps imparti. Je vais tout de suite passer à l'autre partie de l'étude qui a été faite avec cette équipe, qui avait pour objectif d'identifier des anticorps dirigés contre des protéines impliquées dans la viabilité parasitaire et qu'on pouvait espérer être des nouveaux marqueurs prédictifs des récidives. Donc, on a fait ça par une approche immunoprotéomique comparative à l'aide de sérums de patients en comparant les protéines présentes dans les sérums de patients avec récidive et sans récidive. Donc, je vais essayer d'expliquer ça le plus rapidement possible. Donc, on avait 2 groupes d'enfants, donc sans récidive, 44 enfants, avec récidive, 25 enfants, des prélèvements donc réalisés à 1 mois et à 1 an. On a utilisé ça donc comme matériel. Et de l'autre côté, des antigènes extraits de Protoscolex. Alors, par des techniques d'immunoprécipitation, alors là, en fait, ça consiste à utiliser des billes imprégnées de protéines G qui vont capter les anticorps dans les sérums des patients, donc des patients avec et sans récidive. On met ensuite dans ces tubes dans lesquels on a capté les anticorps l'antigène de Protoscolex et on fait ce qu'on appelle une élution. Et dans l'élua de ces sérums, on va avoir une différence, on va avoir des protéines du parasite en quantité plus importante chez les patients qui font des récidives par rapport aux patients qui ne font pas de récidives. C'est-à-dire que l'activité parasitaire fait qu'il y a plus d'anticorps et qu'on va récupérer plus de protéines dans les élua des patients qui font des récidives. Et ces protéines, elles nous intéressent. Donc, on analyse ça en fait par des techniques de bioinformatique, alors on appelle ça des heatmaps, et vous voyez ici, donc plus c'est rouge, plus il y a des protéines dans les élua, plus c'est bleu, moins il y a de protéines, et vous voyez que les patients qui récidivent, là qu'on appelle RCE, qui sont en bleu ici, tous les spots sont rouges, ça veut dire qu'il y a beaucoup de protéines dans les élua. Par contre, les patients qui n'ont pas de récidive, ils sont plutôt dans la zone bleue, donc peu de protéines dans les élua. Ça nous permet d'identifier, par comparaison entre ces élua des 2 types de patients, d'identifier des protéines intéressantes comme marqueurs prédictifs. Donc, on a fait ça, c'est des algorithmes qui permettent de faire des clusters, enfin, on ne va pas rentrer dans les détails. Toute cette machinerie nous a permis de sélectionner 4 protéines potentiellement intéressantes comme marqueurs de récidive qu'on a produits sous forme d'antigènes recombinants. Alors, quand on a la séquence des protéines, eh bien, on revient à la séquence d'ADN. On fabrique ces ADN spécifiques de ces protéines. On introduit ces ADN dans des plasmides.
Ces plasmides, on les met dans des bactéries, on multiplie les bactéries. Et quand on multiplie les bactéries, on fait produire à la bactérie des très grandes quantités de cet antigène. Donc après, on visualise ça par des gels électrophorèses, peu importe. Enfin, cette grosse bande marquée avec la flèche jaune, c'est notre protéine d'intérêt. Ensuite, on a des méthodes de purification et on peut utiliser cette protéine. Par exemple, ici, cette malade déshydrogénase qu'on a produit donc, par ces Escherichia coli, on la place au fond de plaques ELISA et on va utiliser cet antigène pour redétecter des anticorps chez les patients avec et sans récidive. Et donc, on a fait ça, donc on a repris notre série d'enfants, donc avec et sans récidive. Là, on a fait des tests ELISA à la recherche d'anticorps dirigés contre cette protéine de viabilité du parasite. Et on a pu montrer que les enfants qui ne faisaient pas de récidive, que 83% des patients qui ne faisaient pas de récidive, on avait une diminution du taux d'anticorps entre ce J, un mois, donc 30 jours après la chirurgie, et un an après la chirurgie. Et qu'à l'inverse, chez les enfants qui font des récidives, le taux d'anticorps reste élevé. Donc, c'est une autre façon de montrer les choses. Donc, on exprime la chose un peu différemment en disant que la probabilité de ne pas faire de récidive à un an est de 83% si on observe une décroissance des anticorps dirigés contre cette maladie déshydrogénase. Donc ça c'est quand même très, très prometteur. Donc, ça a été fait que sur une seule série d'enfants tunisiens. On va refaire la même chose avec des sérums prélevés chez des patients adultes opérés par Karima à Alger, chez lesquels elle a prélevé aussi un prélèvement au moment de la chirurgie, un mois après la chirurgie, et puis bon, à 3 mois, 6 mois, on va essayer d'affiner la cinétique. Et avec la même chose, on espère pouvoir valider et corréler le taux d'anticorps à la survenue ou à l'absence de récidive. J'ai encore 5 minutes ou pas? Parce que vous voulez... Oui, alors aussi, 4 minutes 23. Alors, je peux vous parler encore des techniques moléculaires dans ce cas-là. Donc, actuellement, les techniques moléculaires, donc là, on va s'intéresser à l'ADN du parasite. Et actuellement, les techniques qu'on utilise sont des techniques de PCR classiques sur de l'ADN extrait de prélèvements opératoires, de pièces opératoires ou de liquides biologiques, bile, péritonéale et autres. Et qu'on utilise vraiment en dernier recours en cas de difficultés diagnostiques. Par exemple, pour l'échinococcose alvéolaire chez les patients immunodéprimés ou dans des localisations très atypiques. Pour l'échinococcose kystique, on a rarement recours, mais quand même de plus en plus sur des formes atypiques, on est sollicité au CNR pour faire de la PCR sur ces prélèvements. Mais il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est la PCR quantitative. Donc, c'est des techniques de PCR dont on parle beaucoup, qui ont explosé avec le Covid. Tous les tests Covid sont faits avec ces PCR quantitatives qui permettent d'obtenir des sensibilités très, très importantes, bien plus importantes qu'avec la PCR classique, de l'ordre du femtogramme d'ADN dans un microlitre de prélèvement. On peut aussi détecter plusieurs cibles en même temps, c'est-à-dire à la fois Granulosus multilocularis, toutes les espèces en une seule technique. Et du coup, ces nouvelles techniques, couplées au fait aussi qu'on dispose maintenant sur les plateformes de biologie moléculaire des hôpitaux d'extracteurs d'ADN automatiques qui permettent de faire des extractions d'ADN sur des larges volumes de sérum, de plasma, de sang, ça nous permet d'envisager de détecter l'ADN circulant l'ADN du parasite dans le sang. Et donc, de mettre au point de nouvelles techniques, à la fois pour le diagnostic et pour le suivi thérapeutique. Parce qu'on pense que finalement, si le parasite, il y a une récidive, que le parasite est actif, il va produire de l'ADN qu'on espère pouvoir retrouver dans le sang circulant. Un petit mot des techniques de génotypage. Donc, les techniques de génotypage qui permettaient de faire cette classification en G1 à G10 se faisaient sur un seul gène, donc à peu près 200 ou 300 paires de bases. Les nouvelles techniques de séquençage nouvelle génération, NGS, permettent maintenant de faire des séquençages de très, très grandes quantités d'ADN très facilement pour des prix de plus en plus abordables. Donc, on a développé ces techniques pour Echinococcus multilocularis actuellement, et puis avec donc des études qui ont permis de montrer qu'on retrouvait des génotypes différents dans l'ouest de la France par rapport à l'est de la France, avec une finesse beaucoup plus importante que ce qu'on faisait avant. On est en train de développer aussi les mêmes techniques pour Echinococcus granulosus. Et donc, on a en cours un protocole aussi donc pour évaluer les performances de la PCR quantitative
pour le diagnostic des échinococoses à partir du sang, essayer d'évaluer la corrélation entre les quantifications d'ADN circulant donc dans le sang et l'activité parasitaire et donc éventuellement des marqueurs prédictifs de récidive, et puis faire le génotypage à partir de l'ADN circulant. Donc pour cela, on va recruter des patients dans 6 centres en France, donc à l'est de la France, là en zone d'endémie où on aura le plus de chances de recruter le patient le moins de temps possible, et puis chez Karima aussi. Et donc faire des prélèvements sanguins, CQPCR, le génotypage, retenir les données cliniques pour essayer donc d'améliorer le diagnostic, de suivre l'efficacité thérapeutique avec ces marqueurs et de faire des études épidémiologiques, parce que si on peut faire le génotypage à partir d'une simple prise de sang et plus seulement chez les patients opérés, ça nous ouvre des perspectives pour faire des études épidémiologiques beaucoup plus larges. En conclusion, donc comme je l'ai dit, des techniques actuelles, rôle secondaire peu intéressant, on est en train avec le CNR, en collaboration avec les équipes, les spécialistes dans les zones d'endémie, de développer des biomarqueurs utiles pour l'échinococcose kystique. Donc, ces marqueurs de viabilité plus protéines, l'ADN circulant. Un point important, c'est les aspects cinétiques, parce que finalement, il est important d'avoir un J0, un J30, un J360, vraiment de faire un suivi tout le long, pas juste une sérologie au bout de 6 mois. Là, on ne pourra rien en dire, pour vraiment à la totalité. Et voilà, on espère pour ça, je l'ai déjà dit, améliorer le diagnostic et le suivi des forces chirurgicales des échinococcoses kystiques. Bravo. Merci. Merci Laurence pour avoir tenu le temps de parole et surtout pour cette information qui me paraît capitale concernant les marqueurs prédictifs des récidives, dont on sait que c'est le vrai problème de cette pathologie dite bénigne, mais qui peut vite se compliquer. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce que je peux faire un commentaire de 30 secondes? 20 secondes. Prends un micro. Donc, on a vécu dans le cadre du CNR les RCP qui étaient d'abord échinococose alvéolaire et qui sont devenus élargis à l'échinococose kystique. Et je voulais juste donner le portrait robot des échinococoses kystiques qui sont référés à cette RCP. C'est souvent des cas horrible, je dirais, dont on ne sait pas trop comment se débrouiller parce que il y a des localisations partout, c'est multikystique, il y a des complications. Et le portrait robot, donc, c'est un adolescent ou enfant opéré en général dans le Maghreb ou en Turquie quand il était petit et qui a migré en France et qui est revu jeune adulte, et on tombe sur des horreurs. Et c'est la plus belle illustration justement des erreurs faites malheureusement, je pense, par des chirurgiens à qui on avait beaucoup inculqué la notion de en faire le moins possible, faire à kyste ouvert parce que c'était plus facile, plus rapide, etc., plus compatible peut-être avec leur pratique, et ils n'ont jamais vu ce qui se passait 20 ans plus tard. Très bien. Tu veux te poser une question? Non, je ne veux pas me poser une question, mais je voudrais profiter de l'audience que j'ai probablement auprès des chirurgiens pour dire que dans l'émission du CNR, on a la surveillance épidémiologique et donc on recense des cas d'échinococcose kystiques. Donc c'est un appel à ce que les chirurgiens qui opèrent des échinococcoses kystiques contactent le CNR. On a une adresse générique, on a un site. Pour qu'on puisse enregistrer les cas, il y a un petit questionnaire qui est donné. Et la deuxième chose, c'est aussi les prélèvements nous intéressent, prélèvements sang, prélèvements, voilà, pour faire ces études épidémiologiques à l'air seul, on a besoin de prélèvements. Et donc, on finance le transfert. Une question, Albert Claude. Oui. Une question concernant quelle attitude thérapeutique adoptez-vous lorsque vous avez des marqueurs qui vous semblent indiquer un fort risque de récidive? Quelle attitude médicale? Est-ce qu'il y a un traitement médical? Lequel? Quelle durée? Comment fait-on pour anticiper la récidive si elle doit survenir? Pour le moment, on est en phase de développement des tests, donc on n'a pas encore l'expérience, mais j'imagine que c'est l'albendazole qui sera probablement... L'albendazole à vie? Après, c'est possible. On peut suivre comme on fait pour l'échinococcose alvéolaire. Parce que quand vous décrivez des situations absolument catastrophiques, parce qu'on a parlé des kystes, peut-être il y a d'autres parenchymes, il y a le cerveau, vous avez des kystes dans les reins, vous avez d'autres... Albert Claude, la réponse est simple. Elle a été donnée il y a de nombreuses années par la conférence de consensus organisée par l'OMS.
quand la maladie n'est pas contrôlée, c'est-à-dire que tu as des marqueurs qui sont fiables, qui montrent que la maladie n'est pas contrôlée, c'est le traitement d'albendazole à vie. C'est la réponse que j'attends. Bravo. Merci. Une question, Georges. Oui, une question. Les formes qui peuvent poser aussi problème, c'est les formes parce que là, on forme un kyste et le diagnostic avec d'autres pathologies, kyste biliaire, est parfois très délicat. Les sérologies, nous l'avons repris, on était dans le truc, c'était à peu près 67% de positifs. Donc, malheureusement, les cas les plus délicats, souvent la sérologie. Est-ce qu'il y a un intérêt à refaire la sérologie, tout simplement? Ou les sérologies, puisqu'on fait des techniques. Alors, moi, je pense, parce que ce qu'on a vu là, ce qui est important, c'est de faire la sérologie 1 mois après la chirurgie, parce qu'on voit que... Le diagnostic. On a un patient qui n'a pas d'urgence, qui a la politique. Est-ce qu'il y a... Alors, tant qu'on n'est pas intervenu, je crois Non, mais là, je pense que alors, la réponse, elle existe, c'est que les marqueurs, enfin les marqueurs biologiques sont de qualité très variable d'un endroit à l'autre de notre pays. C'est pareil partout dans le monde. Et si tu as un doute, tu envoies ton prélèvement au Centre national de référence. Non, mais c'est la réalité, c'est ça la réponse. Mais alors, c'est ça la réponse. le truc... Parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus aucun test qui était positif en France, il n'y a pas très longtemps, 5-6 ans. Et en fait, c'est les réactifs qui n'étaient plus efficaces. Donc, c'est le CNR qui a réglé le problème. Même au CNR, on a des cas où il y a manifestement une échino et la sérologie négative. Ah, mais on sait qu'il y a des cas négatifs. Il y a quand même des pas d'anticorps. Voilà. Oui, tout à fait, tu l'as dit. Et très bien pour les kystes les plus jeunes, d'ailleurs, qui sont ceux qui posent le plus de problèmes. Oui, mais on peut déjà passer de l'ELISA au Western Blot, déjà, parce que tu brûles à quelque chose comme ça. Voilà, je sais, mais non, mais dans le sens. Oui, le Western Blot, c'est la raison pour laquelle je recommande de l'adresser au CNR. Oui, vas-y, encore une. Attends, on ne peut pas parler sans micro parce qu'il y a déjà à distance. La technique wait-and-see, c'est-à-dire qu'on peut laisser un patient avec un kyste en place. Question naïve, est-ce qu'on peut se réinfester alors qu'on a déjà un kyste présent? Probablement, oui. Oui. Non, les anticorps ne sont pas protecteurs. Alors, ça, c'est une question auquel on va pouvoir répondre aussi avec notre nouvelle technique de génotypage. C'est que si on a plusieurs kystes, on va faire le génotypage sur chacune des lésions. Et avec ces techniques de NGS qui permettent d'aller vraiment très, très finement dans la carte d'identité du parasite, on va peut-être pouvoir dire si les patients ont été réinfestés plusieurs fois ou si ce sont des Est-ce que dans le cas de sur l'échinococcus, quelles sont actuellement les mesures préventives sur le plan épidémiologique pour lutter contre les réservoirs, etc. Comment est-ce que les politiques de santé publique sont-elles réellement établies pour prévenir ces maladies? C'est peut-être aussi tout un aspect, certes c'est peut-être pas le sujet d'aujourd'hui, mais je crois qu'il ne faudrait pas en parler. Il n'y a que la Chine qui a vraiment lancé un énorme programme national qui couvre à la fois les soins aux patients qui échappent à la sécurité sociale classique et qui est pris en charge à 100% pour les interventions et l'albendazole, et puis le contrôle, donc avec les équipes des CDC dans les zones d'endémie, les vétérinaires, les médecins. Mais pour le moment, il y a des choses ponctuelles qui sont faites dans certains pays, mais peu est fait. Il y a de la littérature tant qu'on en veut. Et en fait, quand on s'intéresse pas à ça. On ne peut pas dire que ça soit leur préoccupation majeure. Ça fait partie des facteurs de fatalité. Contre lesquels on peut rien. Ouais, non. Je suis un peu il faut bien se poser ces questions parce que tout, c'est une maladie. Si c'est pas un cancer, mais c'est quand même une maladie grave. Oui, je crois qu'on a trop longtemps dit que le kystidatique, donc l'échinococcus kystique, était quelque chose de bénin, opposé à l'échinococcus alvéolaire qui était tumoral, grave, etc. On en revient beaucoup parce qu'il y a des formes d'échinococcus alvéolaire assez bénignes finalement et des formes d'échinococcus kystique qui sont terribles. Non, j'entends. Okay. Très bien. Avant de séance.
First of all, I would like to thank again for their excellent contribution our colleagues, Professor Altintas. Thank you a lot, and have a good end of day at Izmir, and also Professor Ökan Akan from Ankara for his excellent contribution. Thank you, all of you. Félicitations. Thank you. Thank you so much for your kind invitation. Bye. Cette passion de ces petites bêtes, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, qui nous anime depuis tellement d'années à Besançon et un peu partout dans le monde, où on a réalisé un véritable réseau. Félicitations. C'est un très, très beau sujet. Merci. Merci beaucoup. Merci. Thank you very much for the kind invitation. Thank you. Hello. Karima.